Génial, c'est pour l'horloge. J'attends pas de SMS. Mais si vous avez un portable, si vous pouvez le mettre en mode d'avion pour éviter d'avoir une sonnerie intempestive, ça sera drôlement bien. Et puis en général, comme on n'a jamais le temps de faire correctement les choses, ça fait bizarre tout ça. J'annonce qu'à l'issue de ce rendez-vous, Andrea signera ses livres au stand des belles lettres. Les belles lettres se trouvent sous le chapiteau, à côté de la halle au crâne. Si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, à partir de ça. Todo va bene? Sì? Ok. Come sta? Non. Je ne sais pas comment présenter Andrea Marcolombo. Alors je vais présenter Valentina Garda qui va faire la traduction. Valentina a l'habitude des traductions, j'allais dire, et Andrea comprend très bien le français. Commence à le parler un peu. Oui. Je vous ai jamais entendu, je vous ai vu à travers des émissions télé, je vous ai jamais entendu prononcer un mot de français. Je peux commencer aujourd'hui, non? Bravo, génial. La langue géniale, version française. J'ai lu 200 000 exemplaires vendus en Italie. C'est plus. Bon, bravo. Et traduit dans 36 pays. Que 30. Que 30. Oui, mais enfin, il y en a 6 autres qui attendent. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à la part du héros, toujours aux éditions des Belles Lettres. J'étais un petit peu dérouté en vous lisant, parce que je me suis dit, où va-t-elle nous emmener presque, au départ, ce sentiment de lire un manuel du bien vivre. Au début, merci à vous tous d'être ici. Oui, je comprends, je parle français, mais bon, ce festival est dédié à l'Italie, donc souvent je me pose la question comment je suis italienne. Et donc je crois que je suis italienne parce que j'habite la langue italienne. E donc je vais parler en Italia. Grazie per questa domanda. Vengo proprio da dove scritto? Martedì ero a Villa Chelios e ho provato a raccontare questo libro partendo dalle definizioni che ne sono state date poi quando è stato già pubblicato. Alors mardi, j'étais à la Villa Chelios et j'ai essayé d'écrire le livre en partant des définitions qui ont été faites au moment de sa publication. Vous m'entendez? D'accord, d'accord. Perché la verità è che soprattutto per la parte non mi siedo alla mia scrivania prima di scrivere dicendo voglio scrivere questo. Parce qu'en fait, moi, je ne m'assieds pas à mon bureau en me disant voilà, je sais ce que je vais écrire ça. Quindi riscopro in qualche modo ciò che ho scritto grazie a tutte le definizioni che sto ascoltando in questi 2 anni. Donc je redécouvre un petit peu ce que j'ai écrit à travers toutes les descriptions que j'ai entendues ces dernières années. Un manuale, come l'ha definito, di buon per vivere, per trovare il senso della vita, può essere. Alors on m'a dit que ça pouvait être un manuel de vie pour trouver un sens à la vie, c'est possible. In qualche modo ho capito a posteriori che è molto legato al fatto di aver vissuto molto tempo traducendo Apollonio Rotio. Et a posteriori, j'ai compris que ça venait beaucoup du fait d'avoir longtemps traduit Apollon de Rhodes. In effetti è un privilegio poter dedicare tanto tempo a tradurre un'opera intera. Normalmente all'università si studia più a morceau. Parce que c'est vrai que c'est un privilège d'avoir le temps de traduire une œuvre complète. En général, à l'université, on ne traduit qu'un extrait ou un morceau. Quindi io non mi sono resa conto, forse qualcosa di metaletterario. Ho fatto mie alcune cose ellenistiche, tra cui appunto questa, come si può dire, vocazione a dare una connotazione della vita. Alors c'est vrai que je me suis aperçue que je m'étais en quelque sorte approprié des éléments de la culture
nature grecque de la littérature, par exemple cette vocation à comprendre la vie peut-être. On va aller plus loin évidemment parce que, au-delà de cette première impression dans la lecture, lorsqu'on vous suit agréablement, mais parce que vous êtes très critique à l'égard de notre société aujourd'hui, dans les comportements. Alors faire référence aujourd'hui à une langue morte, qui est un squelette, qui est en même temps le squelette de l'humanité, c'est revenir à des racines que nous avons complètement perdues. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'une chose, c'est ce que vous dites, frappés d'amnésie. Davvero sono così critica? C'est vrai, je suis si critique que ça. Mais à juste titre, je partage votre avis. È una buona... torno sempre all'etimologia, e quella della parola critica. Moi j'aime toujours me référer à l'étymologie, et donc le mot critique Viene da un verbo greco che è crino, che significa io scelgo. et ça vient d'un verbe grec, krino, qui veut dire je choisis. Quindi in generale credo che oggi come ieri sia fondamentale prendere una posizione. Et je pense qu'aujourd'hui, comme autrefois, il est nécessaire de prendre position. Soprattutto per chi si occupa di cultura. Surtout quand on s'occupe de choses qui ont trait à la culture. Quindi puntare il dito o in qualche modo rivolgere lo sguardo a ciò che non mi convince di questa contemporaneità non è un modo per rigettarla oppure, come si può dire, sognare un ritorno ad un passato che non esiste più. Alors pour moi, porter le regard sur ces choses qui ne me conviennent pas dans notre monde contemporain, il ne s'agit pas de les rejeter en bloc ou de rêver à un passé que nous avons perdu. Anzi, è piuttosto un modo di guardarla in faccia per quello che è e provare a migliorarla. Au contraire, c'est plutôt une façon de regarder en face les choses qui sont pour essayer de les améliorer. Detesto, o quantomeno non fa per me il fatto del continuo monologo davanti allo specchio per dirci come andrà tutto per il meglio. Parce que ça ne sert pas à grand chose, moi ça ne me plaît pas de faire des monologues devant le miroir pour dire voilà il faut faire ça pour que les choses aillent mieux. Perché questo non è ottimismo, è piuttosto debolezza, direi. C'est plutôt un signe de faiblesse qu'un signe d'optimisme. Faire de la politique, ce que vous avez fait indirectement, pour avoir une parole directe. Beh, già scrivere libri e fare politica. Écrire des livres, c'est déjà faire de la politique. Mais la parole publique ne suffit pas. Le livre touche davantage le public, vous pensez? In qualche modo io posso nella vita, ho trovato il mio modo di condividere le mie idee, scrivere libri. Moi j'ai trouvé ma façon de partager mes idées, c'est d'écrire des livres. È un modo particolare, come dicevo, di conoscere i lettori. Et c'est une façon particulière de faire les choses, tout d'abord de connaître le lecteur. Jason, les Argonautes, en quête de la toison d'or. Jason est jeune, il va faire l'expérience de l'ailleurs, et en faisant l'expérience de l'ailleurs, il fait l'expérience de sa vie pour gagner en maturité. Tiens, un terme que vous avez retenu, la maturité. Sì, ora non vorrei annoiarvi entrando in questioni filologiche. Io faccio fatica a definire Jasone giovane, o quantomeno quel concetto di gioventù che abbiamo noi. Alors, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans des discours ennuyeux de philologie, mais pour parler de Jason, c'est difficile de parler de sa jeunesse, de Jason en tant que jeune. In realtà è proprio la volontà specifica di questo mito, ovvero di collocare i personaggi in una fase della vita meno matura, ma non anagraficamente matura, non è che Jason ha 18 anni, gli eroi di Omero ne hanno 40 ad esempio, di una maturità inferiore rispetto agli eroi omerici. Alors, moi ça m'intéresse d'utiliser ce mythe pour montrer des personnages qui sont dans une phase moins mature, moins mûre que celle dans laquelle on montre les héros grecs en général, c'est-à-dire plutôt proche de la quarantaine. Sicuramente parte della condizione di essere meno, di non essere del tutto pronto alla vita. Il s'agit de personnages qui sont en fait un peu moins, mais en même temps prêts pour la vie. Quindi più
che è legato all'età anagrafica, è legato al quanto disposto a mettersi in gioco. Et plutôt que de l'âge, il s'agit de la capacité de se mettre en jeu, d'être prêt à risquer les choses dans la vie. E quello che scopre, che trova alla fine del viaggio, fuori di metafora del bello d'oro, è quella maturità di cui si parlava poco fa. Et finalement, ce qu'il trouve à la fin de ce voyage, ce but qui est donc la toison d'or, c'est cette maturité dont vous parliez. Et vous écrivez, Andrea, que nous sommes tous potentiellement des héros, parce que nous pouvons faire tous quelque chose de grand. Vous pouvez expliquer? Questa è una delle tante ragioni per cui ho scritto questo libro. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. E tornando al discorso politico di poco fa, ma politica in senso greco del termine, quindi non soltanto l'amministrazione della città. Et on en revient à la question du politique dans le sens grec, c'est-à-dire pas seulement l'administration de la ville. Io credo che i libri si scrivono quando si ha bisogno di dire qualcosa, altrimenti si può stare in silenzio. Moi je pense qu'on écrit des livres quand on a besoin d'écrire quelque chose, autrement on peut garder le silence. Ciò che mi ha spinto maggiormente è proprio questa idea greca di eroismo. Et moi ce qui m'a poussé à écrire c'est vraiment cette idée grecque de l'héroïsme. Per cui in senso greco l'eroe non era, come potremmo immaginare ora, il campione, il supereroe, qualcosa che supera i limiti umani, il primo, il vincitore, il più bello, il più bravo. Alors le héros au sens grec, ce n'était pas ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire un champion, un super-héros qui va au-delà des limites de l'homme, qui est toujours premier, toujours vainqueur. Eroe era ogni singolo essere umano. Le héros c'était tout être humain. Che, esattamente come fanno gli argonauti, sceglie di mettersi in gioco, non importa che sia, guardate questo posto, un re oppure l'ultimo dei pescatori. Le héros, c'était cet être humain qui, comme les argonautes, était capable de prendre des risques, d'affronter que ce soit un roi, un pêcheur. È un concetto che all'inizio non mi aspettavo, perché anch'io sono abituata a concepire la vita per tappe e per competizioni, quindi il percorso di studi e quindi poi c'è una tappa successiva, il mondo lavorativo, la vita familiare. Alors c'est un concept auquel je ne m'attendais pas forcément parce que moi j'ai l'habitude de considérer la vie comme une succession d'étapes à franchir, la compétition dans les études, les diplômes, la vie professionnelle, la famille. E in ciascuno di queste tappe oserei dire siamo tenuti a dare il meglio. Et au cours de ces étapes, on doit toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Il problema è che spesso ci dimentichiamo, almeno parlo per me, di capire cosa sia il meglio per noi. Et le problème, c'est qu'en faisant cela, parfois on oublie, en tout cas c'est mon cas, ce qui est le meilleur pour nous. Quindi quel senso greco, ed era proprio questo il senso greco di essere eroe, e quelle cose grandi non sono le cose grandi come conquistare una regione, costruire un castello, fare chissà quali imprese. Et dans le sens grec, être un héros, ça ne fait pas référence aux choses grandioses, telles que la conquête d'un territoire, un château. Certo è una cosa grande vivere senza tradirsi. C'est plutôt le fait de poursuivre quelque chose de grand en ne se trahissant pas soi-même. E grande certamente accettare il monito dell'oracolo di Delfi, quel conosci te stesso, ci vuole un gran coraggio. Et c'est aussi quelque chose de grandiose que d'accepter ce qui est écrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même. Ça demande du courage. La devise de Socrate, évidemment, connais-toi toi-même. Sauf qu'on ne comprend pas toujours effectivement le terme galvaudé aujourd'hui. Nous devenons tous des héros d'un jour, avec des selfies qu'on met sur les réseaux sociaux, la prétention même à détenir une information, alors que ce n'est pas nécessairement notre devoir et notre métier, à diffuser sur les réseaux sociaux à une vitesse grand V, à perdre en même temps la notion de passé, d'instantanéité pour exister.
C'est un ressort aujourd'hui qui est partagé par beaucoup de personnes et qui, hélas, grippe le fonctionnement de la société, de la chose publique, de la politique grecque entendue comme telle, où la loi était présente pour échanger les points de vue. On a fait, vous savez, en France, vous savez bien, on a fait le grand débat. C'était une sorte d'agora nouvelle génération. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les résultats. Mais on a perdu ce sens parce que les mots ont perdu le sens de la collectivité, du collectif. Questa è una, Ça fait beaucoup, pardon. Scusi. È una riflessione che mi spinge, mi chiede di essere maggiormente rispettata, esaminata. C'est une réflexion qui mérite d'être bien approfondie. Grazie, mi è piaciuto molto l'ultimo riferimento alle parole collettive. Mais j'ai aimé la façon que vous avez mentionné la parole collective. Tornando all'antica Grecia cito Pericle, per me il più grande statista, quando disse chi detiene le parole detiene il potere. Pour revenir à la Grèce antique, j'aime citer Périclès qui disait « Celui qui a les mots a le pouvoir ». Pensando oggi all'assenza di parole comuni o collettive condivise, magari potremmo poi discuterne insieme o chiedere al pubblico. È certo che le parole o comunque il gesto di nominare una cosa in maniera condivisa è un modo per fare chiarezza e per dare un ordine al mondo. Alors, si on parle de paroles collectives, de paroles communes, on pourrait ici essayer de parler ensemble, peut-être demander au public ce qu'il pense. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'on veut nommer les choses ensemble, ça apporte une certaine transparence dans la façon dont on parle de l'ordre du monde. Del resto è tutta la filosofia, a partire da quella greca fino alla scolastica, a dire, questo è latino, nomina sum consequentia rei, ovvero sono i nomi a rendere le parole, a rendere concreto il reale, proprio per la facoltà di nominare. Donc dans toute la philosophie grecque, jusqu'à la philosophie académique, c'est cette idée de nominatio consequentiale, c'est le nom qui donne au mot son sens concret, le fait de nommer les choses. Viceversa, senza... Il y a un petit problème de son. C'est vrai, vous l'entendez. Ça résonne. Réverbération. Ça résonne. Baissez le micro. Oh. Vu la configuration de la salle. Bon, je suis désolé. Parce que si on parle comme ça, C'est pire. moi j'ai une grosse voix, les voix de jeunes filles. Je ne sais pas. Bon, on va tenter et puis on va essayer de régler ça. Il faut coller plus le micro. Comme ça. Voilà, on va manger le micro. Je voudrais revenir à une question. Parce que, non avevo completato. Oui, pardon. Perché è difficile affrontare così la linguistica di 2000 anni, passando fino a Sant'Agostino a Dante. Il fatto di mancare delle parole non significa che qualcosa non sia reale, significa che non è qui tra noi. Alors c'est vrai que c'est difficile de retracer toute la question linguistique de Spinoza, Agostino, Dante, mais le fait d'avoir des mots, c'est déjà l'idée que nous sommes ici, entre nous. Recentemente stavo studiando un'altra interessantissima quanto contemporanea, che sale alla definizione di analfabetismo funzionale, ovvero chi possiede le parole ma non le sa utilizzare in qualche modo. Alors récemment, j'ai étudié différentes choses autour de la notion d'analphabétisme fonctionnel, c'est-à-dire des gens qui connaissent les mots mais qui ne savent pas les utiliser. E la mancanza di parole è strettamente legata a condizioni di disagio psicologico, di criminalità. Alors en général, le manque de mots, le manque de vocabulaire est étroitement lié à des conditions de vie spécifiques, par exemple des problèmes de criminalité, des problèmes psychologiques. Sembra complicato, ma in realtà è molto semplice. Parola uguale realtà. En général, c'est très simple, un mot égale une réalité. Jacqueline Derrida diceva che le parole sono come una passerella che ci collega al reale.
Jacqueline Deromy. Jacqueline Deromy disait que les paroles sont comme les mots sont comme des passerelles. Quindi bisogna immaginare esattamente con questa metafora della passerella, senza la parola viene meno, cantiamo, precipitiamo nel reale. Et donc à ce moment-là, si on reprend cette métaphore, on imagine que sans la passerelle, on tombe dans le ravin, dans la rivière. Je me demandais s'il y avait un problème. Je voulais revenir à une petite question, enfin qui n'est pas une petite d'ailleurs, question d'éducation. Nous avions eu qui est un philosophe en France, biologiste d'abord, qui est Albert Jacquard, qui a passé une partie de sa vie à dénoncer l'apprentissage de la compétition à l'école. Della competizione intesa, capisco questa posizione, è una corrente di studi che da decenni attraversa la filosofia dell'educazione. Oui, je comprends cette idée sur la compétition, c'est tout un courant dans la philosophie de l'éducation. Fino alle proposte di abolire le valutazioni, avec les différentes propositions de façon d'évaluer les élèves. Io non sono d'accordo. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Non sono d'accordo per tante ragioni. Prima, poco fa, vengo ora da un pranzo, ho avuto l'onore di pranzare con il ministro dell'educazione Blanquer. Pour plusieurs raisons. Récemment, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec le ministre de l'Éducation. Et Blanquer, oui, c'est la préfecture. Come scrivo nella Geniale, io non sostengo l'insegnamento del greco come qualcosa di magico oppure che senza il greco non si può ricevere una buona educazione, qualunque disciplina lo è, purché sia fatta con serietà. Alors, moi je pense pas que, même si j'ai écrit la langue géniale, que la langue grecque c'est quelque chose de magique, qu'il faut absolument l'avoir étudiée pour avoir une bonne éducation. C'est comme toutes les matières, si elle a été étudiée sérieusement, il y a de bonnes choses à en tirer. Questo non significa punire gli studenti con i voti o delle torture. L'apprentissage de cette langue permet de connaître ses parents, j'estime, sa famille, ses racines. Radici in che senso? Linguistiche? Alors des racines linguistiques? Dans quel sens? Des racines historiques. Celle par exemple de la démocratie, celle qui a façonné un modèle politique aussi, un modèle de vie en société qui aujourd'hui n'est plus le même, où il est adapté en fonction des territoires, mais qui est un peu à l'essence même de l'humanité. Non sono proprio, je suis pas vraiment d'accordo. Bah, tant mieux. Non sono così tanto d'accordo, non idealizzerei i greci in una maniera fondamentale come la civiltà perfetta. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'il ne faut pas forcément idéaliser les Grecs comme un modèle de civilisation parfaite. Anzi, e non cadiamo nell'errore dei luoghi comuni e degli stereotipi che uccidono ancora di più. Et il ne faut pas faire cette erreur de tomber dans le stéréotype qui est finalement destructeur pour cette culture. È vero, la parola democrazia nasce in Grecia, Demoskratos, e anche quella concezione politica che però non era esattamente la democrazia francese di oggi. Alors bien sûr, le terme de démocratie naît dans la Grèce antique avec le concept politique qui n'est pas le même que celui qu'on a aujourd'hui en France, par exemple. Penso poi a me in quanto donna, per una donna ad Atene la possibilità era o sposarsi a 14 anni o diventare schiava. Parce que j'imagine que pour moi, en tant que femme, à Athènes, à l'époque, ma possibilité à l'âge de 14 ans, c'était soit de me marier, soit de devenir esclave. Al di là però di queste considerazioni di natura prettamente storica, siamo quindi a un festival di storia, è l'occasione migliore per approfondire. Alors au-delà de ces considérations historiques, puisqu'on est dans un salon du livre historique, on pourra approfondir sur cela, bien sûr. Il concetto di la civiltà greca, quantomeno il mondo greco come la nostra radice, la nostra culla, questo mondo ideale, ha detto lei, essenziale. Alors l'idée de cette civilisation grecque, de ce monde grec comme nos racines, le berceau de notre monde idéal en fait, ha bisogno di essere in qualche modo svelato, etimologicamente togliere il velo, per essere vivo
oggi qui tra noi, altrimenti ciò che è ideale viene appeso al muro come fosse un canone e non comunica più nulla. En fait, je pense que cette idée-là, elle doit être un petit peu dévoilée au sens propre, c'est-à-dire retirer le voile afin de voir ce qui est vivant dans tout ça, parce que quelque chose est plus réel quand on le retire du mur, si c'est pas juste un tableau qu'on regarde. È molto rischioso in qualche modo identificare le radici, parce que c'est en quelque sorte un peu risqué aussi de déterminer quelles sont les racines. in qualche modo non soltanto per sottrarre, e che è uno dei miei ideali, sottrarre la cultura greca dalla bandiera dei populismi. Le nostre radici sono lì, quindi solo noi siamo superiori. Et parce qu'il y a aussi ce risque de mettre la culture grecque tout en haut et de dire voilà, nous sommes les meilleurs, nous sommes les supérieurs. Ma soprattutto quello che discutevo con Maurizio Bettini, che è un grecista italiano, il rischio di, a forza di parlare di radici greche, di guardare solo queste radici dell'albero che ormai sono molto profonde e dimenticarsi di guardare ciò che cosa ha prodotto l'albero oggi, cioè noi. Et le risque, j'en parlais aussi avec un helléniste italien, Maurizio Bettini, c'est qu'à force de trop regarder les racines de cet arbre, on oublie de regarder en haut les branches qui poussaient, les fruits, ce qu'il a produit, c'est-à-dire nous. Et comment vous expliquez que la Grèce soit devenue ce creuset de philosophes avec des inspirations qui venaient d'Asie, des philosophes, Platon, Aristote, je l'en oublié, qui ont influencé toute la pensée occidentale? Questo è il motivo per cui dall'età di 14 anni studio il greco. C'est justement pour ça que j'ai commencé à étudier le grec à 14 ans. Lo trovo decisamente meraviglioso e affascinante il fatto di pensare ad un luogo geografico circoscritto, piccolo, come già la Grecia è piccola di suo, ma all'epoca non era uno Stato unito, ma era formata da città-stato, quindi penso all'Atene del V secolo, un luogo piccolissimo in cui qualcuno si occupa di fondare ex novo, peraltro, la filosofia, la scienza del pensiero, qualcuno fonda la matematica, altri l'astronomia, qualcun altro l'architettura, tutto nello stesso luogo, nello stesso tempo. Alors, moi, ce que je trouvais merveilleux et fascinant, c'est qu'un tout petit lieu, parce que la Grèce à l'époque, c'était pas des États unifiés, c'était des cités-États. Alors, moi, j'imagine l'Athènes au 5e siècle, où on a fondé d'un seul coup la philosophie, la science de la pensée, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, dans le même lieu, ce petit lieu, et au même moment. Tuttavia, di nuovo, attenzione al concetto di radici o idealizzare troppo quello che è accaduto ad Atene. Certo, è stato un Big Bang meraviglioso, ma come ogni Big Bang è finito presto. Alors attention toujours à l'idéalisation de cette culture grecque, de ce monde grec, parce que certes il y a eu un Big Bang culturel, mais comme tout Big Bang, il a duré peu de temps. Quello che oggi noi invece fruiamo e di cui godiamo è il processo di trasmissione di quel sapere. Aujourd'hui, nous bénéficions du processus de transmission, che è quello che ha fatto sì che quella cultura tipica di una sola civiltà, quella ateniese, si sia moltiplicato per centinaia di volte. Nous bénéficions de cette culture qui a été transmise, cette civilisation qui a été multipliée 100 fois. Quindi attraverso gli incidenti storici, quindi le vicende storiche, attraverso tutti i popoli attraverso cui questo sapere è stato trasmesso, arrivando fino in Asia, passando per il mondo arabo, attraversando l'Europa, l'Italia, la Francia. E oggi quel sapere greco, che in qualche modo non è più quello della sola Atene, grazie a quella trasmissione. Alors en fait, nous, cette transmission nous est venue à travers l'histoire, les peuples, les différentes migrations, de l'Asie, monde arabe, passant par l'Europe. Donc ce savoir grec, il n'est plus seulement le savoir grec d'Athènes, il est le fruit de toute cette transmission. E sarà ed è quindi estremamente nostro, ecco perché leggere Platone ad esempio non ci si confronta soltanto, non è un lavoro solitario, io leggo Platone, in un certo modo è dialogare con tutti coloro che quel testo l'hanno avuto tra le mani e hanno pensato. En fait, c'est une culture qui est devenue extrêmement nôtre, parce que quand on lit Platon, ce n'est pas une lecture solitaire, on est en train d'entrer en dialogue avec tous ceux qui ont eu ces mêmes paroles entre les mains et
qu'ils ont pensé. Et les allégories et métaphores qu'on peut trouver chez Platon sont toujours valables aujourd'hui. Donc, lisez La République aussi souvent que vous le pouvez. On ne se marre pas à toutes les pages, je ne suis pas sûr, mais quand même c'est vraiment important. On continue quand même le parcours de Jason sur la mer. Tiens, la mer. La madre. Come si fa a non andare? La mer. La mer, come si fa a non andare? Sì, anche se è una domanda che viene posta spesso e che mi pongo spesso anch'io. Io non sono nata in una città di mare e non ho particolari esperienze marittime. Alors il y a une question qu'on me pose souvent au sujet de la mer et que je me pose aussi souvent. Moi je ne suis pas née dans une ville près de la mer, je n'ai pas particulièrement d'expérience maritime. Ma credo di nuovo che non sia un problema solo mio. Mi sono resa conto che il mare è il paesaggio, non tanto geografico, ma il paesaggio intellettuale della Grecia. È possibile pensare a Grecia senza il mare. Et je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas que de moi, parce que la mer, c'est un paysage. Et au-delà d'un paysage géographique, c'est le paysage intellectuel de la Grèce antique. On ne peut pas penser grec si on ne pense pas à la mer. Vous avez vu ce qu'est aujourd'hui la mer, ce qu'elle est devenue. L'horreur de l'humanité, encore une fois. Oui, su questo sono estremamente d'accordo. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quel mare che i latini chiamavano mare nostrum, il Mediterraneo, il nostro mare è diventato un cimitero. C'est vrai que ce Mare Nostrum, comme l'appelaient les latins, est devenu aujourd'hui un cimetière. E se la storia, visto torno al tema di questi rendezvous, è ktema esae in greco, ovvero monito, lezione per sempre, Il faut une traduction après, je l'explique. C'est Valentina nous dit, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas tout à fait compris. Et parce qu'on est ici donc, dans un salon historique, et pour les Grecs, c'était ça. L'histoire, c'est le fait aussi de suivre les choses, toujours. On suit les étapes. Première étape, Jason arrive sur une île où il n'y a plus que des femmes. Et interdit, évidemment, la présence masculine est interdite. Sauf que la plus ancienne de ces femmes va rappeler l'ordre des choses. Le besoin de créer une société ensemble, de créer une famille, c'est les prémices de ce que recherche Jason, à savoir l'amour. Sì, io trovo questo episodio, questo delle donne che abitano l'isola di Lemno, uno dei primi approdi della nave Argo degli Argonauti, uno dei più forti, potenti del mito. Oui, je trouve que cet épisode, qui est un des premiers arrêts du navire Argo sur l'île de Lemnos, où il y a cette communauté de femmes, c'est un des épisodes les plus puissants. In questo caso si tratta appunto di un'isola abitata da sole donne. Donc il s'agit d'une île uniquement habitée par des femmes. O perché tradite dai loro uomini hanno deciso di allontanarli, di vivere da sole. Parce qu'elles ont décidé d'éloigner les hommes de l'île et de vivre entre elles. Salvo poi pentirsene, ovviamente. Mis à part quelques-uns, bien sûr. E questo mi ricorda, poi c'è tutto lo sviluppo della vicenda mitica, questa è un'ottima metafora in qualche modo. Poco fa si parlava del mar Mediterraneo, di cosa accade quando per paura si decide di chiudere e quindi di autoisolarsi. Alors, c'est une excellente métaphore. Tout à l'heure, on parlait de l'exemple de la Méditerranée. Aujourd'hui, de ce que peut donner la peur. Le choix qu'on fait parfois de se fermer sur soi-même. E quindi si pensa di allontanare l'altro, che sia un migrante, che sia lo studio classico, che sia un percorso di vita, ma in realtà ci mettiamo in prigione da soli. Et on pense alors, par peur, à vouloir éloigner l'autre, que ce soit le migrant, que ce soit un parcours de vie, des études classiques, parce qu'elles nous font peur, et finalement on finit par s'enfermer soi-même. Vous nous avez dit d'ailleurs, vous, Andrea, que vous aviez une peur folle d'écrire.
C'est vrai? Assolutamente sì, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a permis de vaincre, de dominer cette peur? Fa sorridere. Alors ça peut vous faire sourire. Io non volevo scrivere il mio primo libro, Je ne voulais pas écrire mon premier livre. anzi è nato da quello che io chiamo i tentativi di boicottaggio. En fait, il est né de différentes tentatives de boycott. Io avevo già scritto il primo capitolo per un ragazzo che dava lezioni di greco. J'avais écrit le premier chapitre pour un élève que j'avais en grec. Non so quanti anni fa, ormai saranno 8 anni fa. C'était il y a peut-être 8 ans. Nel frattempo, perché ho sempre scritto dei libri come critica letteraria per il giornale italiano, Et entre-temps, parce que j'avais quand même écrit pour des journaux en Italie, qualche editore mi chiedeva devi scrivere un romanzo. il y avait un éditeur qui me disait il faut que tu écrives un roman. Io dicevo sempre no, Et je répondais toujours non. per fortuna perché non ero pronta. Et heureusement parce que je n'étais pas prête. Fino a che un giorno ho detto, guarda, mi chiedi se avevo qualcosa di già pronto, già scritto. Jusqu'à ce qu'un jour, il me demande si je n'avais pas quelque chose de déjà prêt, de déjà écrit. Però non avevo nulla di pronto se non, e soprattutto volevo, come si dice, dire un novelato. Et bon, j'avais pas vraiment quelque chose de prêt, mais j'avais quand même envie de donner quelque chose, une petite nouvelle peut-être. Quindi ho mandato quel primo capitolo che apre la lingua geniale, dedicato, e mi ricordo di aver scritto una mail che diceva ecco qui un piccolo saggio sul tempo in greco antico. Et c'est là que j'ai envoyé ce chapitre, qui est en fait le chapitre d'ouverture de la langue géniale, en disant c'est un petit essai sur le temps pendant la Grèce antique. Io ero sicura che l'editore avrebbe cancellato non solo la mail, ma anche il mio numero di telefono e tutto quanto. Invece mi chiamò e mi disse facciamo un libro. Io pensavo fosse uno scherzo. Alors moi je pensais qu'il allait tout de suite effacer mon mail et même mon numéro de téléphone, mais pas du tout. L'éditeur m'a dit faisons un livre, et je pensais que c'était une blague. Però lì non potevo più tornare indietro. Mais là je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc il y a encore des éditeurs inconscients qui choisissent l'aventure. Sì, diciamo che sono stata fortunata perché l'editore non credeva in me. En fait j'ai eu de la chance parce qu'il ne croyait pas en moi. E davvero sono stata fortunata perché quindi non avevo aspettative. Et c'était finalement une chance parce qu'il n'avait pas de trop grandes attentes. Non avevo niente da dimostrare a qualcun altro, avevo molto da dimostrare a me. J'avais pas grand chose à démontrer si ce n'est à moi-même. E quindi è stato un livello di libertà intellettuale più grande. Donc ça a été un très grand niveau de liberté intellectuelle pour moi. Il n'y a pas le risque de devenir une héroïne, et à l'inverse de ce que vous prônez, décrivez dans l'empare du héros, une héroïne malgré vous, parce que vous avez obtenu un succès littéraire, parce que vous risquez d'être dépossédé de votre personnalité, parce qu'on va s'arracher votre signature, votre écriture, on va exiger des choses qui ne vont plus tout à fait vous correspondre. Diciamo che assolutamente questo è un rischio, ma è un rischio che non si pone solo a me che ho venduto qualche libro, si pone ogni giorno in qualunque situazione. Alors oui, bien sûr, c'est un risque, mais il n'y a pas que moi qui prends ce risque en écrivant un livre, ça peut se présenter à tout moment pour toute personne. Certo si alza, come dire, la responsabilità di non solo di dire no, o comunque di restare fedele. On en revient à la notion de responsabilité, savoir dire non et rester fidèle. Però grazie per questa domanda perché mi permette di raccontare come poi nasce l'altar du héros. Mais merci pour cette question parce que ça me permet de vous raconter comment est né mon deuxième livre. Dicevo all'inizio, cioè poco fa, che nella lingua geniale non credeva nessuno, neanche io, infatti il libro è uscito a settembre, io sono tornata a insegnare. Alors pour le premier livre, donc moi je n'y croyais pas vraiment, il n'y avait pas d'attente sur ma personne, donc le livre est sorti en septembre et puis je suis retournée enseigner. Dopodiché
che ho dovuto lasciare a dicembre perché non riuscivo più a mantenere un grado di costanza nell'insegnamento, quindi a dare il meglio per gli allievi. Alors au bout de quelques mois, au mois de décembre, j'ai dû m'arrêter parce que je n'arrivais pas à tenir le rythme, enseigner et en même temps aller aux rencontres dans les librairies. E nel frattempo iniziava a accadere qualcosa che non mi sarei mai aspettato, in qualche modo una sorta di greco che andava di moda. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu pour moi. Le grec est revenu un peu à la mode. Che contraddice la definizione di classico. Et c'est une contradiction de la définition même de classique. Che fu Italo Calvino a dire il classico è per definizione ciò che non va di moda. Et c'est la définition d'Italo Calvino, ce qui est classique et ce qui n'est pas à la mode. E quindi dura per sempre, non è una maglietta che si cambia a seconda delle stagioni. Et comme ce n'est pas quelque chose qui est à la mode, c'est quelque chose qui dure pour toujours. C'est pas un pull qui est à la mode une saison et qui est dépassé à l'autre. Nel frattempo gli editori mi chiedevano la lingua geniale 2, 3, 4 come fosse una serie TV. Et en fait, les éditeurs me demandaient même la langue géniale numéro 2, numéro 3, numéro 4 comme une série télé en fait. O se no mi dicevano devi scrivere la lingua geniale in latino. Ou alors ils me demandaient d'écrire la même chose pour le latin. È stato... Et pourquoi pas? E pourquoi pas, oui. È stato difficile dire no, sono stata molto in difficoltà con me stessa. C'è stato un momento in cui non volevo scrivere mai più. Alors ça a été très difficile de dire non. C'était dur pour... J'étais en difficulté avec moi-même parce que... non volevo scrivere mai più. J'ai même voulu arrêter d'écrire. Poi ho pensato che cedendo avrebbero vinto loro. Et puis je me suis dit qu'en fait, au final, c'est eux qui auraient gagné. E quindi avrei comunque perso quell'eroismo di cui parla questo libro. Donc j'aurais perdu cette forme d'héroïsme dont je parle dans le livre. Quindi ho fatto quello che faccio spesso quando sono confusa, prendo tempo. Donc j'ai fait ce que je fais souvent quand je suis perdue, je prends mon temps. Prendo tempo e capisco cosa voglio. Je prends le temps de comprendre ce que je veux. E quindi ho deciso di scrivere questo libro, La Part du Héros, e di scrivere del mito degli Argonauti. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire La Part du Héros au sujet du mythe de Jason et des Argonautes. E certo che adesso che ho raggiunto un livello non di maturità di scrittura ma mio in quanto scrittrice differente, mi chiedo. Et bon, alors, je ne sais pas si on peut parler de maturité littéraire, mais en tout cas moi en tant qu'écrivaine, mi dico, non scriverò sempre di classico. Je me suis dit, je ne vais pas forcément toujours écrire sur le classique. Eppure però vedo che sto scrivendo sempre di classico. Et pourtant, je ne parle que de ça dans mes livres. Sur le prochain livre sera une fiction? Non? Je suis en train d'écrire sur l'étymologie. Oui? C'est original, non? Non, mais c'est genre que le livre m'a beaucoup inspiré, donc oui, c'est original, c'est... Non, pas mon livre, c'est mon travail sur l'étymologie. Avant de revenir à La Part du Héros, vous êtes interrogé sur le succès de la langue géniale. Pourquoi j'ai touché les tant de personnes? Et dans cette question, il y a sous-entendu des termes qui reviennent, parce que j'analyse quand même les mots qui importent dans La Part du Héros, ce qui pourrait être soit de la mélancolie, soit de la nostalgie. Già, è interessante, grazie. C'est intéressant, merci. La nostalgia, in un certo senso, almeno parlando di Europa, soprattutto in Italia e Francia, il libro suscita nostalgia in chi ha studiato o avrebbe voluto studiare il greco. Alors c'est vrai qu'en termes de nostalgie, oui, le livre a suscité de la nostalgie en Europe, en Italie, en France, chez les gens qui ont étudié le grec ou qui auraient voulu l'étudier. Eppure il libro, e io stessa ho viaggiato con il libro in posti, in luoghi in cui non solo non si studia il greco, ma è piuttosto confusa l'idea di Iliade. Et puis, suite à la sortie du livre, j'ai voyagé dans des endroits où on est très loin de l'étude du grec et puis où on ne sait pas vraiment ce que c'est l'Iliade. Quindi ora potrei parlare veramente a lungo, intanto dalla sorpresa di parlare con qualcuno che può essere in Asia o in America Latina, dove si
strato mitologico completamente differente. Et je me suis retrouvée très surprise à parler pendant longtemps avec des gens en Asie, en Amérique latine, qui ont une mythologie aux racines tout à fait différentes. L'educazione è completamente differente. Où l'éducation aussi est tout à fait différente. E in qualche modo mi hanno ridato quel piacere di leggere Omero senza chiedersi a cosa serve. Et en fait, d'une certaine façon, ils m'ont redonné le plaisir de lire Homère sans avoir à me demander à quoi ça sert. Io non ascolto la radio chiedendomi a cosa serve la radio. Parce que je n'écoute pas la radio en me disant à quoi ça sert la radio. Vous avez raison. À travers ces voyages, malgré tout, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous avez peut-être trouvé un fond commun aux différentes populations, à travers des mythologies bien différentes? Quelque chose qui fait l'âme, tiens, un mot, l'âme, le souffle des cultures. In realtà ciò che mi ha colpito in tanti sono due aspetti, due sentimenti oserei dire che mi hanno colpito. Je dirais qu'il y a deux choses, deux sentiments qui m'ont marqué. Da un lato sono sempre state le parole, la condivisione di parole. Mi è capitato nella parte io ci sono molte etimologie di parlarne in Perù. Io parlavo di etimologie, di lingue romanze, le nostre, il pubblico mi rispondeva parlandomi in lingua quechua, di cui io non so nulla. Par exemple, la première, c'est la question des mots, le partage des mots. J'ai beaucoup parlé d'étymologie dans ces différents pays et je me suis retrouvée à parler d'étymologie de nos langues romanes avec des gens au Pérou qui me citaient le quechua que je ne connais absolument pas. Ma l'altro lato è sempre la paura che stiamo tutti perdendo qualcosa. Et de l'autre côté, il y avait la peur qu'on soit tous en train de perdre quelque chose. Intanto la lingua, non mi ricorderò sempre da quando sono arrivata in Francia fino a tutti gli altri paesi, veramente dall'Olanda qualche settimana fa, la domanda classica è: stiamo perdendo il francese sta sparendo, l'olandese tanto quanto l'inglese o lo spagnolo. Et notamment perdre la langue. En France, par exemple, c'est un pays où plus qu'ailleurs, on me dit on est en train de perdre le français disparaît. That's right. Dans le pays d'Europe. Je comprends, mais una lingua non si perde come si può perdere un oggetto per sbadatarci. Mais une langue, ça ne se perd pas comme on peut perdre un objet par inadvertance. Perché prima della lingua ci sono i parlanti, le persone, vuol dire che se perdiamo il francese perdiamo i francesi. Parce qu'avant la langue, il y a les gens qui parlent cette langue, donc si on perd le français, ça veut dire qu'on perd les français. E perché questo terrore di perdere? Come se davvero arrivasse qualcosa ai barbari dell'impero romano fossero qui alle porte. Secondo me serve un castello. Et puis pourquoi cette terreur de la perte, comme s'il y avait les barbares aux portes de notre empire qui voulaient attaquer notre château? Non, il y a une réalité de ce que vous dites, je reviens dessus, sur nos modes de connexion aujourd'hui, notre connexion au monde réel, soi-disant monde réel, qui passe par tous les outils numériques. Je cite un autre philosophe français, Bernard Stiegler, qui juge de l'impact social que peuvent avoir le développement des techniques numériques. Aujourd'hui, plus on utilise le numérique dans nos recherches d'informations, dans nos besoins aujourd'hui de trouver immédiatement une réponse à une question, on perd des connexions cérébrales. Non sono esperta di studi neurologici. Io, dopo aver tanto riflettuto su questo aspetto, sono arrivata a una conclusione più semplice partendo da Sant'Agostino. Alors, moi je suis pas une experte en neurologie, mais après avoir beaucoup réfléchi à cette question, je suis arrivée à une conclusion plus simple en m'inspirant de Saint-Augustin. Dicevo prima, la parola è strettamente legata al reale. È un collegamento binario. Je disais tout à l'heure que le mot est relié de façon binaire au réel. Quello che sta lì dentro, tanto quanto nel cellulare, quanto computer o internet, lo chiamiamo realtà virtuale. Alors, ce qui est là-dedans, que ce soit le smartphone, Internet, nous l'appelons la réalité virtuelle. E quindi non è reale. Ce n'est donc pas réel. E dunque viene meno il collegamento con le parole, può diventare un buco nero.
Et donc on le relie à des mots, mais c'est dans une réalité qui n'est pas ni tout blanc ni tout noir. Eppure sta a noi il compito di ricollegarlo alla lingua, alle parole. Et c'est ensuite notre devoir à nous de relier ça à nos mots, à notre langue. Io non contesto la tecnologia contemporanea a priori, Moi je ne critique pas a priori les technologies contemporaines. tanto perché sarebbe come contestare ogni invenzione tecnologica. Parce qu'il s'agirait là de rejeter toutes les inventions technologiques. Un luddismo come se dovessi stare, abito qui e tornare a casa e distruggere il frigorifero perché la mia nonna conservava il cibo nelle ghiacciaie. Une forme de ludisme ou par exemple un retour en arrière, comme ma grand-mère qui conservait les aliments dans la glace et qui n'avait pas de Ciò chaud. che mi preoccupa, mi sbalordisce, mi intristisce è la falsa idea di conoscenza che produce il maggiore accesso alla conoscenza. Alors moi ce qui m'inquiète, ce qui me préoccupe, ce qui m'attriste, c'est cette phase de reconnaissance qui permet l'accès à la connaissance. Io paragono internet a una grande biblioteca. Moi je compare Internet à une grande bibliothèque. Se io non so cosa sia un libro, non saprò trovarne nemmeno uno. Alors si je ne sais pas ce qu'est un livre, je ne sais pas où aller chercher dans cette bibliothèque. Ora abbiamo tutti a disposizione l'accesso come fosse il codice per trovare il libro che cerchiamo. Aujourd'hui on a tous à disposition cet accès comme si c'était le code pour savoir quel livre on allait aller chercher. Quindi, perché penso io, non sono così antica, io andavo alla biblioteca pubblica quando ero una studentessa, quella di carta, non avevo internet. Ma io non c'era. Alors moi je ne suis pas antique, quand j'étais petite, plus jeune, quand j'étudiais, j'allais à la bibliothèque, j'allais aussi sur internet quand je faisais des recherches. Avrei dato tutto per poter avere tantissimi libri da leggere, da consultare, non quello che potevo prendere in prestito. Et j'aurais vraiment tout donné pour avoir à disposition tous ces livres à consulter, pouvoir les prendre autant que je voulais, facilement en prêt. Quello che ho visto è secondo me la rapidità dell'innovazione tecnologica a cui non corrisponde una formazione intellettuale. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'innovation technologique arrive très rapidement, mais il n'y a pas forcément parallèlement une formation intellectuelle. E quindi c'è una sorta di ebbrezza collettiva. Donc il y a une forme d'ivresse collective. Ciò che di nuovo penso all'Italia, ma è che quell'ebbrezza collettiva che si collega poi alla rabbia politica generalizzata. Et si on pense à l'Italie, par exemple, cette ivresse collective rejoint ensuite la forme de rage politique actuelle. O all'Europa in generale, En Europe en général. penso a quel paradosso e in qualche modo a quella delusione per cui la più grande fonte contemporanea, l'innovazione tecnologica che permette accesso alla conoscenza, si è trasformata in strumento di ignoranza. Et je pense finalement à ce paradoxe et cette forme de déception finalement, qu'aujourd'hui ce qu'on considère comme la plus grande source contemporaine, technologique de connaissances, sont finalement des instruments d'ignorance. Absolument. Mais que les choses soient bien précises, je ne suis pas en train de dire que je m'imagine vous vivant dans une forteresse loin du monde, considérant que le grec ancien correspond au fondement de notre vie et que tous les instruments numériques et la modernité est à rejeter. Il y a un terme philosophique qui impose, enfin, qui est certainement ce qu'on trouve dans tous les textes philosophiques, le juste milieu. C'est trouver le juste milieu de l'usage des choses. Comme on peut trouver, c'est le gouvernail des Argonautes, le juste milieu pour poursuivre la traversée. Esattamente questo è il cuore del libro, quella giusta misura. Oui, exactement, c'est justement ce qui est au cœur du livre, c'est trouver cette juste mesure. Il capitolo centrale è infatti intitolato La misura eroica, la misura eroica. D'ailleurs, le chapitre central s'appelle justement la mesure héroïque. E anche questo caso sarò molto semplice
Perché il mito parla, non il mito degli Argonauti, proprio il concetto di mito parla assolutamente ad ogni presente. Et c'est là que le mythe est très utile, le mythe en général, parce qu'il parle au présent. Quando si oltrepassava la misura, la giusta misura, dans l'Antiquité, dans le mythe, quand on dépassait la mesure, si sconfinava nel campo della tragedia. On passait du côté de la tragédie. È esattamente quello che può accadere a Troia quanto oggi, soprattutto domani. Et c'est finalement exactement la même chose qui pouvait se passer à Troyes, ou aujourd'hui, ou demain, dans le monde humain. Alors, on peut être déterminé dans la vie, mais on peut se tromper. Jason va se tromper. Il fait aussi une étape, autre métaphore sur une île, sympathiser avec les habitants, repartir le lendemain, et pris dans une tempête, essayer de trouver une nouvelle terre. En fait, il revient à celle qu'il vient de quitter et il ne reconnaît plus les habitants. Oh sì, ci si può ingannare nella vita e sbagliare, non riconoscere ciò che si stava cercando o non riconoscerlo più. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs, on peut de temps en temps être victime d'illusions, ne pas reconnaître ce qu'on cherche, ne plus le reconnaître. A me è accaduto, ma non penso di essere la sola. Ça a pu m'arriver, je pense que je ne suis pas la seule. Et là, il tue son ami. Oh, questo non è accaduto a me. Bon, ça, bien sûr, ça ne m'est pas arrivé. Sì, abbandona due compagni, si dimentica di loro. Et il abandonne deux de ses compagnons, il les oublie. Ma appunto li dimentica, come prima si parlava di lingue che si perdono. Il les oublie un peu comme ces langues dont on parlait tout à l'heure, on perd. Non, j'ai pas vraiment comme ça. Ok, ora ricerco di prendere il filo. Prima je reprends le fil. Prima si parlava delle lingue che si perdono. Tout à l'heure, on parlait des langues qui se perdent. E dicevo, non si perdono per sbadataggine perché si sono dimenticate da qualche parte. Alors on disait qu'elles se perdent parce qu'on les oublie quelque part, voilà, par inadvertance. E lo stesso accade quando, ma perché non li perché si smette di prendersene cura. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les oublie parce qu'on arrête d'en prendre soin. E lo stesso accade per i compagni di viaggio. Et c'est ce qui se passe pour Jason avec ses compagnons de voyage, il cesse d'en prendre soin. Mais parfois, il y a des confusions. Alors, en France, c'est le cas, on a beaucoup de langues régionales, de patois, mais aussi des langues régionales. On a énormément de mal à faire admettre, considérant qu'elles sont anti-républicaines. C'est qu'il y a une langue, qui doit faire l'harmonie des individus. Ce qui est une hérésie. On sait bien qu'on peut avoir une langue partagée et avoir sa propre culture. Ça rejoint un constat que je fais tous les jours, par expérience, de l'intérêt du local, partir du local pour penser global. Et en fait, c'est aussi une des raisons de l'intérêt de la part du héros, c'est qu'on fait une expérience propre, mais c'est une expérience qui permet de s'ouvrir à l'autre, et tout en gardant sa propre personnalité, évidemment. Et merci, il y avait longtemps que j'entendais parler di patois. Grazie, perché davvero è un aspetto che mi interessava moltissimo all'università. Alors, merci de me parler de patois parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à l'université. E oserei dire che anche ora oggi le varianti locali sono in qualche modo guardate con diffidenza o come fossero inferiori. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, tous les dialectes, les variantes locales sont considérées comme inférieures. Io vengo dall'Italia e sono cresciuta in Toscana. Moi je viens d'Italie, j'ai grandi en Toscane. E quindi spesso utilizzo parole desuete in italiano che si trovano solo nella Divina Commedia, ma che nella parlata toscana sono comuni. Et souvent j'utilise des mots assez désuets en italien, mais qui sont présents pourtant dans la Divine Comédie, mais qui ne sont pas si communs en italien. L'Italia forse ha avuto linguisticamente una storia ancora più complicata. Et peut-être que l'histoire linguistique de l'Italie a été encore plus compliquée d'ailleurs. Dopo l'unificazione il problema era creare
creare gli italiani, disse il ministro dell'istruzione. Parce que après l'unification de l'Italie, l'idée était de créer l'italien. E la prima scelta, la decisione è stata quella di trovare un italiano comune. Et le premier choix administratif a été de créer un italien commun. Che unisse il dialetto locale del nord fino a quello del sud. Et de cette façon, on allait omettre les dialectes locaux du nord au sud. In qualche modo si è creata una nuova coerenza, quella greca dell'ellenismo. Et c'est là qu'on a créé une autre forme de territoire linguistique comme il y a pu avoir dans le passé avec les antiques. Poi la linguistica, certe particolarità delle etimologie, quindi del verbo della storia della parola, sopravvivono nelle parlate locali che sono meno pure standardizzate rispetto alla lingua canonica del dizionario. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui restent dans l'étymologie et dans certains mots des dialectes et il y a des mots qui sont moins standardisés que la langue commune. E quindi sono d'accordo con questo processo per ripartire dal locale o comunque da una sfera più piccola, inferiore, per riconnettersi una prospettiva più grande. Alors je suis d'accord avec ce processus de partir de quelque chose de local, une sphère plus petite, à quelque chose de plus grand. Poi la storia linguistica del greco antico è incredibile. L'histoire même linguistique du grec antique est incroyable. Perché io dico sempre, non solo io, si dice il greco antico, ma non c'era il greco antico. Alors on parle du grec antique, mais il n'y avait pas un grec antique. C'erano almeno 5 varianti letterarie, figuriamoci quante varianti locali. Il y avait 5 variantes littéraires et on peut imaginer combien de variantes locales il pouvait exister. Eppure nessuno dice, ah guarda un po', Omero usa la parola del suo dialetto, guarda Saffo inferiore usa l'eolico. Et pourtant personne va dire d'Homère, il utilise tel mot de son dialecte, c'est un mot inférieur, etc. Et on en vient à une condition essentielle au discours politique, c'est de trouver l'harmonie avec les diversités. On a un exemple, je parlais d'une langue unique qui est normale dans les relations que l'on peut avoir au quotidien, avec le risque effectivement de gommer ce qui fait la particularité de chaque territoire, des habitants de chaque territoire, et ce qui peut devenir un retour à une forme de nationalisme. On a chez nous, avec le Rassemblement national, ce que vous avez aussi avec la Ligue du Nord, et c'est un risque parce que effectivement, ce mouvement-là va couper la tête aux différences culturelles, à la diversité, ce qui fait normalement la richesse d'un peuple. Sono assolutamente d'accordo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. E credo che la forza di questi... forza, no? Un modo per decretare questi movimenti è il fatto che interpretano l'integrazione in un modo che non condivido. Je pense que pour décrypter ces mouvements, c'est intéressant de comprendre qu'ils interprètent l'idée d'intégration d'une façon très différente de la mienne. Aggiungere un elemento di diversità, secondo questi movimenti, significa privarci di qualcosa di nostro, come se ci fosse di nuovo una competizione, un baratto. Tu dai qualcosa a me, allora rinuncio io. Alors pour eux, ajouter un élément de la diversité, ça équivaut à se priver de quelque chose, d'entrer dans une forme de compétition et dans un échange, tu me donnes mais tu me prends aussi. E per questo sono assolutamente d'accordo. Un processo di integrazione delle diversità non significa passare il livello per essere tutti uguali. Et le fait d'être dans un processus d'intégration de la diversité, il ne s'agit pas aussi de baisser le niveau pour que tout le monde soit égaux. Ma anzi significa innalzare il livello al punto che tutti possiamo avere accesso a cose differenti. Mais il s'agit bien justement de lever le niveau afin que tout le monde puisse avoir accès à des choses différentes. Quindi è un processo a rialzo, non a ribasso. Donc c'est un processus qui va vers le haut plutôt que vers le bas. E questo è quello che la prova più grande,
insomma, Non ho mai avuto l'occasione di incontrare i leader di questi movimenti o in Francia e in Italia, ma la prova più grande sono le lingue. alors, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer les leaders de ces mouvements en France ou en Italie, mais il y a la question des langues. Sarebbe questo il primo unico punto che userei per scardinare ciò che urlacchiano in giro. Alors, moi, c'est la question que je voudrais leur poser, et ce serait pour moi une façon de déterminer qui ils sont, cette question de la langue. Senza la costante contaminazione di una lingua con una lingua straniera, ogni lingua muore. Et je voudrais leur dire que sans la contamination d'une langue par une autre, qui arrive tout le temps, une langue meurt. Non solo non avremmo avuto il greco, non avremmo avuto il latino, ma sicuramente non parleremo il francese o l'italiano oggi. S'il n'y avait pas eu toutes ces contaminations linguistiques, non seulement on n'aurait pas le grec et le latin, mais on n'aurait pas le français et l'italien d'aujourd'hui. Anzi, normalmente quando una parola nuova entra nel nostro dizionario non ci chiediamo ma quale ne è uscita, perché in realtà non è che ne esce. Et d'ailleurs, quand il y a un mot nouveau qui entre dans le dictionnaire, on se dit pas mais d'où il sort, parce qu'il ne sort pas de nulle part. On se rapproche de la dernière étape. M'aider. L'amour. C'est amusant parce que je pensais héros en français est proche de héros. Si, Quand même. On va y mettre un coup de hache là comme on s'en doute. Sì, anche in greco eros come amore, eros come eroe erano due parole molto vicine. en grec aussi, Eros et Eros, Eroe, des mots très proches. E dunque è Platone il primo a ravvisare questa vicinanza e una connessione di valori. C'est Platon le premier qui montre la ressemblance entre ces deux mots et le lien entre ces deux valeurs. Quindi questo riferimento all'amore, tanto nel viaggio degli Argonauti quanto nel gioco etimologico tra le due parole. Alors oui, il y a cette référence à l'amour dans le voyage des Argonautes et dans ce jeu sur les mots. Non è come dire, un richiamo alla storia d'amore tra Giasone e Medea, con tanti cuoricini nell'aria e colpi di fulmini. Alors c'est pas tant le fait de rappeler l'histoire d'amour de Jason et Médée, le coup de foudre, les petits cœurs, ma anzi è piuttosto un fermarsi a riflettere cosa ci spinge, perché il sottotitolo migliore di questo libro, che in francese è Le courage d'aimer, viene dal greco moderno, che è il coraggio che ci spinge ad amare. Mais il s'agit plutôt de ce qui se trouve derrière, ce qui nous pousse à faire les choses. Le sous-titre du livre, c'est le courage d'aimer, donc c'est ce qui nous pousse à aimer. Quindi non tanto un amore tra due esseri umani, ma quella tensione, quella spinta che ci consente di dare il meglio di noi. Alors c'est pas tant l'amour entre deux êtres humains, mais c'est plutôt cette tension qui existe, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Sembra molto complicato, molto, si può dire, una visione romantica. In realtà io la trovo, penso soltanto con un festival come questo, con un programma come quello che trovate stampato, non è davvero una programmazione eroica, una dichiarazione d'amore alla storia. Alors bon, ça peut sembler complexe, romantique, mais finalement si on pense à un salon comme ici, au programme des rendez-vous de l'histoire, est-ce que c'est pas quelque chose d'historique de s'adresser comme ça à l'histoire? La bourse ou les fleurs de l'émission, c'est possible, certainement, sauf que ça peut paraître désuet, voire naïf. Parler d'amour. Je dis pas ça, je pense ça. Mais ça peut être naïf. Comment vous pouvez imaginer une humanité une humanité des lecteurs qui sont évidemment sensibles à cette réalité-là et à la finalité de cette grande traversée. Mais l'amour, est-ce que le terme n'est pas lui-même galvaudé? È vero che c'è... Quand vous écrivez je t'aime, pas du tout. Je l'ai pris pour moi d'ailleurs. Questo è molto Il y a 20 millions de lecteurs. C'est très intéressant. No, perché l'amore, il senso
filosofico greco non sta nella storia tra Giacomo e Medea. Parce que l'amour, dans le sens philosophique grec, n'est pas entre Jason et Médée. È vero qualcosa accade tra di loro e fanno quello che devono fare, ma sono mossi, anzi spinti dalla scelta delle divinità. Alors même s'il se passe des choses entre eux et qu'ils font des choses ensemble, leurs choix sont décidés par les divinités. Sono le divinità, quindi qualcosa di superiore, che alla ricerca di un modo per spingerli ad arrivare fino al livello d'oro non trova niente di meglio, niente di più grande dell'amore. Parce qu'en fait, ce sont les divinités, donc des entités supérieures, qui ont besoin de trouver une façon de motiver quelqu'un à aller chercher la toison d'or, et ils trouvent dans l'amour un instrument. Jason doit relever un défi. C'est pour mesurer la force de ses convictions, un défi qui est surhumain, justement. Non in Apollonio, quella di... È proprio questo che quindi sono le divinità a intervenire, qualcosa che va oltre l'umano. È proprio Pelia quello che spinge, che sfida Giasone a stabilire oltre l'umano, quindi nel ramo dell'impossibile la prova. Alors c'est bien pour cela que justement les divinités interviennent et elles se trouvent au-delà de la sphère humaine parce qu'elles le mettent au défi pour qu'ils puissent apporter une solution. Il y a des termes que je retiens. Il y a un terme d'abord, c'est se choisir. C'est important, je l'ai retenu parce que dans mon petit pays, qui est une petite campagne française, je considérais qu'il y avait les habitants de mon village ne bougeaient pas. C'est-à-dire, il y avait des décisions politiques et puis ils se satisfaisaient de ça sans que ça améliore leur quotidien. Et j'ai considéré qu'ils étaient responsables de ça. Et un jour, j'ai compris une chose, je me suis dit, il y a une fatalité. Si on n'a pas mieux, c'est qu'on ne mérite pas mieux. Et c'est là où le choix est important. Vous dites se choisir. Capito? Sì, molto interessante. Non so se è molto interessante quello che dice, quest'idea di in qualche modo scegliamo quello che è accaduto, ma anche quello che non è accaduto, perché significa che non abbiamo fatto. Alors oui, c'est très intéressant cette idée qu'on peut se mériter ce qui nous arrive, mais mériter aussi ce qui n'est pas encore arrivé ou ce qui n'est pas arrivé. In generale non ho scritto questo libro per spingere il lettore o me a fare delle imprese, la rivoluzione, insomma. Alors, bon, j'ai pas écrit ce livre pour encourager le lecteur ou moi-même à faire la révolution. Ma Quoique. no, Pourquoi pas? Ma in qualche modo a non cadere nella tentazione di dare la colpa agli altri. Mais en tout cas, pour le pousser à ne pas céder à la tentation de trouver que les autres sont responsables. E quindi continuamente puntare il dito e dire non ho potuto fare questo nella vita per colpa della politica, della società, della tecnologia, della cultura, di tutto, della preoccupazione, potremmo stare tutto il giorno. Et voilà, de ne pas toujours rejeter la faute sur les autres, les politiques, la société, la technologie, la culture, le chômage, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Nous, on a une forme de révolution depuis de nombreux mois, à travers, vous en avez entendu parler, des gilets jaunes. Donc c'est des personnes qui veulent faire réagir le pouvoir bancaire central et l'État et le gouvernement à l'égard de leur situation, c'est le pouvoir d'achat. Je ne prends pas parti. Je remarque une chose, cette révolution-là, pour l'instant, a quelques effets, mais elle risque de détourner ces populations de la réalité. C'est que la solution, c'est nous qui l'avons. Elle ne nous est pas donnée. C'est ce que vous dites sur l'enseignement aussi, on a parlé avant. Les enseignants, auxquels on rend hommage, sont des guides, mais ils ne choisissent pas. È proprio così. È molto più facile non solo dare la colpa a qualcuno, ma aspettare che qualcuno scelga per noi. Alors, c'est
toujours plus facile, bien sûr, de faire porter la faute à quelqu'un d'autre et puis d'attendre que quelqu'un fasse le choix pour nous. Non solo io stessa mi sono accorta di quanto sia difficile maneggiare la piena libertà, una responsabilità grande. Alors moi-même, je me suis rendu compte à quel point il était difficile de mener sa vie en toute liberté, en toute responsabilité. È qualcosa anche che disorienta, che ogni giorno deve essere aggiustato per non perdere la rotta. C'est vrai qu'on peut vite être déboussolé et tous les jours il faut faire des réajustements pour ne pas perdre le nord. Faire avec les autres. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Sono assolutamente d'accordo. Je suis tout à fait d'accord. E questo è qualcosa che in qualche modo mi preoccupa. Vedo i movimenti, non solo i Gilets jaunes, i movimenti che agitano in questo momento l'Europa più che un'unione di ideali, un'unione di rancore. Alors, c'est quelque chose qui m'inquiète aujourd'hui dans ce qui traverse l'Europe, ce mouvement, pas seulement les Gilets jaunes, c'est que plutôt qu'une union d'idéaux, c'est plutôt un rassemblement de rancœur. Il y a un autre terme que j'aime beaucoup, c'est la sympathie. Parce que par l'étymologie, sympathos, c'est souffrir avec. C'est-à-dire que c'est un partage dont le sens est un petit peu édulcoré maintenant, et la sympathie, c'est un lien très fort avec l'autre. Sì, è quello, per questo che adoro le etimologie, il fatto, la simpatia che ha come contraltare l'antipatia e l'empatia. C'est pour ça que j'adore l'étymologie, parce que la sympathie partage une étymologie avec aussi l'empathie, l'antipathie. Quindi si può sentire accanto a qualcuno, on peut donc sentir quand on est près de quelqu'un, si può sentire contro qualcuno, on peut se sentir contre quelqu'un, oppure sentire qualcuno dentro. On peut sentir quelqu'un à l'intérieur de soi, in qualche modo non solo mettersi nei panni dell'altro, ma nelle emozioni dell'altro. Et il ne s'agit pas seulement de se mettre à la place de quelqu'un, mais aussi d'imaginer les émotions qu'il a. Je reprends une expression que vous avez eue tout à l'heure, enfin un mot, c'est pour l'exercice de traduction de Valentina. Vous avez dit que vous allez employer de temps en temps des mots, des vieux termes, des vieilles expressions désuètes, des expressions désuètes. Quels sont les mots désuets que vous utilisez, que vous aimez utiliser? Ça c'est parce que j'ai grandi in Toscana, quindi per il resto dell'Italia sembrano parole desuete, tratte da Dante, ma noi toscani le usiamo a mercato, quindi non sono... À Florence, on parle de désuet. Il n'y a rien de désuet à Florence. Moi j'ai grandi en Toscane, donc ce sont des mots qui vont sembler désuets en italien, mais que nous utilisons en toscan. Sono le parole appunto perché l'italiano come lingua nazionale deriva direttamente, è stato scelto sulla base della lingua di Dante. Parce que la langue nationale italienne dérive de la langue de Dante. Vous pouvez nous donner des exemples de mots désuets? A me piace molto piccino, anziché piccolo. Moi j'aime bien dire piccino, qui veut dire petit, mais au lieu de piccolo. L'uso del passato remoto. J'utilise beaucoup le passé simple. E l'asso mi piace, l'asso è bellissimo che sopravvive assolutamente in francese. L'asso come l'asso. Le mot l'as, comme l'as de cœur, l'as de pique. Ah no, l'asso è veramente desueta, allora forse in italiano. L'asso come... Alors ce serait un synonyme de lâche. Et étymologiquement, c'est tellement évident. Je savais que j'allais vous donner du boulot. Je suis désolé. Une dernière chose. Et en étymologie, c'est évident. J'ai cru comprendre que vous viviez un petit peu partout dans le monde, à Non ci avete? Vous faites étape à Paris? Oui, entre Paris et Rome. Ouais. Et Rome? Oui, Sarajevo, c'est fini. c'est fini. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Je reviens. Pourquoi? Pas de raison personnelle. C'est parce que ça me regarde pas.
Mais pourquoi quitter ce lieu qui était partagé extraordinairement entre 3 langues? Et vous y faites référence entre le bosnien, le croate et le serbe, avec une richesse culturelle, malgré tous les stigmates sur les murs de cette ville qui était bien atteinte. Sì, tanto quanto dalla lingua. Però ho scelto di partire ancora per non tradire. J'ai choisi encore une fois de partir pour ne pas me trahir. Vous savez que le prix de l'immobilier à Paris est insensé. Il faut vendre des millions de livres pour... Vous allez l'acheter. Le prochain, vous avez dit donc que vous allez continuer à travailler sur l'étymologie, mais on peut savoir quel type d'étymologie? Che tipo di etimologie? Ci sono dei tipi di etimologie. Ah bon, il y a des types d'étymologie. Je suis pas enfin, In realtà une partie de l'étymologie que vous n'aviez pas encore dévoilée. non credo basti una vita intera a scrivere un dizionario etimologico completo. Je ne suis pas encore à écrire un dictionnaire étymologique complet. Ma ho scelto ancora di nuovo 99 parole per la semplice ragione che mi incuriosiva. Mais j'ai choisi 99 mots pour la simple raison que ce sont des mots qui me rendaient curieuse. Tutto parte dalla prima, che però non è la prima, dall'etimologia della parola bizzarro, in francese bizarre. Je suis partie du mot bizarre, de son étymologie. L'etimologia di bizzarro viene da un'onomatopea romanza che è, non lo faccio, che suono di un insetto che punge qualcuno. Ça vient d'un onomatopée, le son que fait un insecte. E quindi in qualche modo è stato quando la realtà mi ha pizzicata in modo bizzarro, etimologicamente, ho scelto di raccontarla. En fait, c'est le son d'un insecte au moment où il pique une personne, et au moment où la réalité m'a piqué, d'une façon bizarre, j'ai choisi d'aller enquêter sur ce mot. Andrea, la langue géniale. Voilà. Andrea, la part du héros. Belle lettre toujours. Grazie mille. Merci. Merci a voi. Merci.